Facteurs influençant la vitesse d'une réaction chimique. Bonjour, donc aujourd'hui on va s'attarder aux facteurs qui vont influencer la vitesse d'une réaction chimique. Donc bon visionnement. Un premier paramètre qui peut venir influencer la vitesse d'une réaction chimique, c'est évidemment la nature des réactifs. Bon, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes liens chimiques, donc évidemment, ça ne prendra pas la même énergie pour les briser. Donc, de façon générale, on pourrait dire que plus les molécules sont compliquées, puis qu'il faut intervenir des liens qui sont forts, plus que la réaction va être lente. Ça va de soi. Un deuxième paramètre à considérer, c'est la concentration des réactifs. Évidemment, pour qu'il y ait la réaction, il faut qu'il y ait eu des collisions, puis pour qu'il y ait eu des collisions, il faut que les particules soient proches l'une de l'autre, sinon il n'y en aura pas de collision. Donc, c'est pour ça que ici, la concentration est plus élevée, il y a plus de chances que la réaction démarre que si je suis ici où les particules se voient moins souvent. Un troisième paramètre, c'est la surface de contact. Donc, pourquoi la surface de contact? Parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait eu collision. Et puis, vous vous rendez bien compte que si j'ai des particules qui sont à l'intérieur de mon cube, ils ne réagiront pas avec les particules qui sont en dehors. Ils vont réagir juste une fois que l'espace va être libéré. Donc, c'est pour ça que l'air, c'est important. Donc, si j'ai un cube ici, ou si j'ai des petits cubes ici, la vitesse ne sera pas la même. Donc, si je calcule l'air à gauche, j'ai 6 fois c au carré. Donc, ça, c'est une petite formule là, que ça fait longtemps que vous connaissez. Et si maintenant j'ai divisé donc, chaque côté en deux, ma formule est un petit peu différente. Puis j'arrive à 2 fois l'air que j'avais ici. Donc, le fait d'avoir divisé la longueur en deux, d'avoir coupé en deux, ça l'a augmenté par un facteur 2 la surface de contact. Voyez bien, c'est facile de généraliser. Là, si j'avais n, si je coupais en n le côté, à ce moment-là, j'aurais n fois une surface en fait qui serait n fois plus grande que ma surface de mon cube initial. Donc le fait de mettre en petits morceaux, de briser, d'avoir une poudre, ça accélère la réaction chimique. On pourrait aussi accélérer la réaction chimique en brassant, notamment lorsque je fais référence à une solution. Imaginez ici que j'ai un cube que je veux dissoudre. Après un certain temps, il y a dissolution en surface. Donc, en surface, j'ai des particules là, qui ont réagi et qui vont rester comme ça. Donc, si ces particules-là sont à la surface de mon cube, ça rend plus difficile le contact de mes particules d'eau avec mon cube. Donc, j'ai avantage à venir brasser ça, puis à venir distancer ces particules-là. Puis là, à partir de maintenant, j'ai de nouveau accès à la surface de mon cube. Donc, le fait de brasser peut accélérer la surface, la vitesse de réaction en augmentant la surface de contact là, effective. Maintenant, on passe à la collision comme telle. Okay? Donc là, on a regardé ça de façon générale, mais on se rappelle que pour qu'il y ait une réaction chimique, il faut être capable de briser les liens. Et pour ça, il faut que les particules se rencontrent avec une vitesse suffisante. Donc ici, même si les particules entrent en contact, elles ne vont pas nécessairement se briser parce que leur vitesse n'est pas assez grande. Donc je dois accélérer la vitesse des particules. Et là, il y a possibilité de faire quelque chose, de briser des liens, puis éventuellement d'en créer des nouveaux. Donc la vitesse est importante. La vitesse des particules est importante pour la vitesse de la réaction. Or, la vitesse des particules, c'est relié à la température, puisque la température est une mesure moyenne de l'agitation des particules. Donc, ce qui doit être franchi pour que la réaction se produise, c'est l'énergie d'activation, en cas qu'on avait vu. Donc, vous vous rappelez, on avait tracé un diagramme comme ça de l'enthalpie en fonction de la progression de la réaction. Et puis, même si on avait une réaction où on avait une enthalpie plus grande pour les réactifs que les produits, et donc spontanément, ça devrait se produire, la réaction va avoir lieu uniquement si on est capable d'aller franchir cette barrière-là de l'énergie d'activation. On va être capable de le faire spontanément si on a suffisamment d'énergie, et cette énergie-là, elle peut être fournie par l'énergie thermique. Je vous rappelle que l'énergie thermique, il y a un petit facteur devant, mais c'est de l'ordre de kBT par particule, ou ART si on regarde l'énergie par mol,
ce qui va être le cas la plupart du temps lorsqu'on va travailler en chimie. Donc, si j'ai une énergie suffisante, à cause d'une température assez élevée, ben, les particules peuvent produire des collisions qui vont me permettre de briser des liens. Donc, vous vous rappelez, on avait déjà parlé de la distribution de Maxwell-Boltzmann, et puis plus que la vitesse est élevée, ben, plus les particules, c'est-à-dire plus que la température est élevée, ben, plus que les particules avaient des chances d'avoir des vitesses suffisantes, okay, puisque la vitesse était reliée à l'énergie. Bon, si je veux faire l'analyse que j'essaie de faire, j'aurais avantage à réécrire ça en fonction de l'énergie. C'est ce qui est fait ici. Là, j'ai sauté des étapes, là, je vous demande de me croire sur parole, mais l'énergie ici intervient plutôt que la vitesse. Mais encore une fois, j'ai une densité de probabilité. Ça veut dire, ça c'est proportionnel au nombre de particules. Donc, plus ça c'est élevé, plus que j'ai des particules qui ont la même vitesse. Or, c'est pas nécessairement ce que je veux, c'est pas que les particules aient la même vitesse. Je veux qu'elles aient des vitesses suffisamment élevées ou de l'énergie suffisamment grande. Oui, c'est de l'énergie, c'est vrai, c'est pas de la vitesse. Donc, si je regarde ici, j'ai 50 Kelvin. Donc, à 50 Kelvin, les particules ont peu d'énergie, hein, mais toutes les particules ont peu d'énergie. Il y en a très peu qui commencent à avoir beaucoup d'énergie. Si j'augmente la température, ben, vous voyez que ça s'étale. Donc, je passe du vert au rose et puis finalement au rouge. Donc, le rouge, il y en a moins de particules qui ont des petites énergies. En fait, ils ont pas mal toutes des grandes énergies. Puis, plus je vais augmenter la température, ben, plus que l'énergie va s'étaler vers les hautes énergies. Donc, la courbe va s'étaler, va baisser, mais va s'étaler vers les hautes énergies. Donc, j'ai plus de particules qui ont des grandes énergies. Maintenant, si je regarde le lien avec l'énergie d'activation, ben, mon énergie d'activation arrive quelque part. Donc, par exemple, supposons ici que c'est 3000 joules par mol. Donc, la température, hein, si je regarde l'énergie de façon grossière, là, je veux dire la température que j'ai de besoin, ben, c'est mon 300 joules par mol divisé par 8,314, ma constante là, des gaz parfaits, et puis je vais me ramasser avec 360 Kelvin. Donc, à peu près 360 Kelvin, ça me dit que là, les particules vont avoir suffisamment d'énergie. Donc, évidemment, ça, c'est un ordre de grandeur, donc ça peut être un petit peu plus petit. Donc, déjà, à 100 Kelvin, j'ai des particules qui franchissent cette ligne-là. Donc, vous voyez ici, il y a une petite probabilité. Mais ce n'est pas beaucoup. Okay? La plupart des particules n'ont pas l'énergie pour faire la réaction. Par contre, si j'élève la température, donc vous voyez que le rose, ou même avec le rouge, donc j'ai beaucoup de particules. Donc, l'air sous la courbe va représenter le nombre de particules. Donc, ils vont avoir suffisamment d'énergie pour faire la réaction. Mais vous voyez que ça augmente avec la température. Une autre façon d'accélérer une réaction, c'est d'utiliser un catalyseur. Bon, évidemment, le catalyseur, ça va dépendre des réactions chimiques, mais qu'est-ce que c'est d'abord qu'un catalyseur? Bien, c'est une substance qui va intervenir dans les étapes intermédiaires de la réaction, dans le mécanisme réactionnel, mais qui n'apparaîtra pas dans la réaction globale. Donc, c'est comme si c'était pas là, mais dans le fond, ça a fait une grosse différence que c'était là, que ce soit là. Donc, supposons qu'on a la réaction suivante. 2 molécules de SO2 plus du O2 donne 2 molécules de SO3. Cette équation-là peut se décomposer. Donc, je pourrais mettre en présence de NO2. Et puis, là, si je mélange le NO2 et le SO2, ben, je pourrais avoir du NO plus du SO3. Et le reste du NO produit pourrait réagir avec du O2 pour donner du NO2. Donc, en bout de ligne, si j'additionnais donc 2 fois cette ligne-là plus celle-là, ben, vous verriez que le NO2, il disparaît. Le NO aussi, il disparaît. Donc, tout ce qui reste, c'est l'équation globale. Donc, c'est pas banal que j'ai fait ça. Hein. Vous vous rappelez qu'on avait déjà regardé les diagrammes d'enthalpie comme ça. Donc là, j'ai mon réactif, mes produits. Je dois franchir l'énergie d'activation pour que ça puisse se produire. Puis, si je regarde mon diagramme ici de l'énergie, de la probabilité, densité de probabilité en fonction de l'énergie molaire, ben, vous voyez que si mon l'énergie d'activation est ici, ben, j'ai très peu de particules qui sont capables de franchir cette barrière-là. Or, en introduisant un catalyseur, ben, je peux venir briser cette énergie d'activation-là. Hein? Donc, j'introduis un mécanisme qui baisse l'énergie d'activation, donc qui est plus probable, avec une énergie effective d'activation, qui se trouve beaucoup plus basse.
Et puis en étant beaucoup plus basse, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que j'ai beaucoup plus de particules. Vous voyez l'air sous la courbe qui est grandement plus grande que ce que j'avais. Donc là, j'ai beaucoup plus de particules qui sont capables d'intervenir dans la réaction pour que ça se produise. Et ce, même si le NO2, là, il n'intervient plus dans la réaction globale. Donc, ça, c'est beau. Mais aussi, les catalyseurs peuvent jouer sur certains facteurs liés à ce qu'on appelle des collisions efficaces. Okay? Donc, c'est pas parce que deux particules se rentrent dedans, là, collisionnent avec l'énergie qui est nécessaire, c'est pas parce qu'ils ont la bonne énergie que ça va nécessairement briser les liens. Donc, pour que les liens se brisent, ben, il faut que les particules soient bien alignées, il faut que il y a toutes sortes de paramètres à regarder. C'est pas juste une question de vitesse, il faut qu'ils se rencontrent et qu'ils se rentrent dedans de la bonne façon. Donc, le catalyseur, ce qu'il peut venir faire, notamment, c'est qu'il peut venir fixer donc certains liens chimiques. Il peut en affaiblir. Hein, la présence d'une liaison peut affecter une autre liaison, donc ça peut étirer un peu les liens, le rendre plus faible. On peut changer un angle, rendre un angle plus grand pour permettre aux molécules d'interagir avec un lien chimique quelconque. Donc, il y a toutes ces dispositions-là, cette dynamique là, de collision qui peut être affectée par les catalyseurs. Donc, soit dit en passant, lorsqu'un catalyseur, on dit qu'il est dans la même phase que les réactifs, ben à ce moment-là, on appelle ça une catalyse homogène. Dans le cas contraire, ben, ce sera une catalyse hétérogène. Donc, ça va arriver souvent en chimie qu'on va faire réagir des gaz sur un métal quelconque. Donc, c'est deux phases différentes. À ce moment-là, on parle de catalyse hétérogène. Soit dit en passant aussi, il y a l'effet inverse d'un catalyseur. Donc, ça peut arriver dans certains cas qu'on a besoin d'un mécanisme pour ralentir une réaction, notamment quand on veut prévenir la corrosion. Hein? Donc, l'inverse d'un catalyseur, c'est ce qu'on appelle un inhibiteur. Donc, c'est une autre chose à retenir. Et puis finalement, on a les enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des catalyseurs. Okay? Ce sont des catalyseurs, mais qui vont intervenir dans des processus de la vie. Donc, dans les êtres vivants. Donc, souvent, ça va être des protéines, certaines grosses molécules composées d'acides aminés. Les enzymes ils permettent à des réactions vitales de se produire, et ça sans qu'on ait à chauffer le corps. Donc, il y a des réactions, je voudrais bien que ça se produise, mais je n'ai pas envie de chauffer mon corps à 1000 degrés Celsius. Là. La réaction pourrait se produire, mais il y a d'autres effets aussi qui seraient non désirables qui pourraient se produire. Et puis notamment, ça c'est intéressant parce que les animaux à sang chaud ont trouvé moyen justement de réguler leur température pour permettre l'action de certains enzymes, parce que les enzymes, ça agit aussi dans une certaine gamme de température. Donc, il y a des fois où c'est plus efficace. Mais les animaux à sang chaud sont mieux adaptés par rapport à ça. Alors que les animaux sans froid ont plus de difficultés à ce moment-là de contrôler leur métabolisme parce que ça dépend de la température. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez des lézards qui littéralement sont paralysés par une basse température. Ben, c'est littéralement à cause du métabolisme là, qui ne peut pas se produire à cause que les enzymes ne sont pas efficaces dans certaines gammes de température. Donc, en résumé, la vitesse d'une réaction va dépendre notamment de la nature des réactifs, de la concentration des réactifs, de la surface de contact entre les réactifs, de la température évidemment, et aussi de la présence d'un catalyseur. Donc le catalyseur, c'est quoi? C'est une substance qui n'entre pas dans l'équation globale, mais qui réduit l'énergie d'activation d'une réaction. Et puis finalement, un exemple important de catalyseur, ce sont les enzymes qu'on retrouve chez les vivants.